Ah, c'est à moi de faire le cours là? Ah bah ok, vas-y, hein. J'imagine que vous savez ce qui se passe en ce moment dans notre pays, en tout cas, j'espère. Je suis pas venu parler politique. Enfin, si, mais non. Vous êtes bien d'accord qu'en ce moment, la France subit quelques instabilités politiques parce que, bah, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur certains points. Et vous avez déjà dû certainement entendre les débats autour de l'Union européenne. C'est un sujet en général qui est assez délicat, qui crée des tensions. Et aujourd'hui, je suis pas venu vous expliquer si l'Union européenne en soi c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais plutôt comment ça marche et d'où ça vient. J'estime que c'est quand même mieux de savoir de quoi on parle, notamment quand ça touche l'intérêt de notre pays, quand on en parle à table par exemple, à la télé, bref. Donc l'Union européenne, comment ça marche, d'où ça vient, pourquoi ça crée des tensions, je vous explique tout ça aujourd'hui. Bon déjà on va commencer par son origine. Alors l'Union européenne c'est pas un truc qui est né du jour au lendemain, on s'est regroupé entre pays et on s'est dit bah tiens on va s'unir sans raison spécifique. Non en fait ça remonte à la Seconde Guerre mondiale. En fait ça remonte bien avant. Et je trouve que la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment l'élément déclencheur et je vais pas m'attarder sur ce qui s'est passé avant. Sauf si ça m'est demandé en commentaire, je pourrais m'attarder sur le sujet, mais là, c'est pas l'objet de la vidéo. Donc la Seconde Guerre mondiale, événement historique majeur. Je vous passe les détails, mais la Seconde Guerre mondiale, ça n'a pas été une réussite pour les différentes nations, hein, notamment les pays de l'Europe. Ça s'est aussi passé dans le Pacifique, mais notamment les nations européennes. Entre combats terribles, meurtriers, occupation ennemie et même brutalisation sur les populations, il n'y a pas grand pays qui a gagné au change de cette guerre. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on se dit que c'est peut-être bien qu'on fasse en sorte que, il n'y ait plus de guerre de cette envergure qui puisse arriver, notamment sur le territoire européen. Déjà, la Première Guerre mondiale était surnommée la der des der, parce qu'on s'attendait vraiment à ce que ça soit la dernière. Visiblement, non. Et donc, les États en Europe vont trouver une solution pour éviter la guerre, c'est de se rendre dépendants les uns des autres. Et ça fait du sens dans la mesure où, si je suis dépendant d'un autre État qui me fournit une certaine ressource pour créer du matériel militaire, je peux pas lui faire la guerre. Si je lui déclare la guerre, il me fournit plus les ressources. Et c'est d'abord ce qui va se faire avec la mise en place de la CEA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, signée en 1951 par 6 pays. On a la France, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie et enfin l'Allemagne de l'Ouest, puisque je vous rappelle à cette époque, l'Allemagne est divisée en deux. L'objectif, c'est de mettre en commun la production de charbon et d'acier, qui sont des ressources fondamentales pour se faire la guerre. Va être ensuite signé de nombreux traités qui vont rapprocher les pays de plus en plus. Et puis, créer cette Union européenne, c'est pas seulement dans le but de ne plus faire la guerre, mais c'est aussi de créer une relance économique en s'unissant pour reconstruire les pays qui sont en ruine. C'est notamment grâce à cette union qu'on va connaître la période des 30 Glorieuses. C'est une période qui est assez connue puisque c'est la période où on a connu le plus de croissance économique sur le territoire européen. Bref, plus le temps passe et plus l'Union européenne s'élargit, avec l'adhésion de nouveaux pays qui décident d'entrer dans cette union pour aujourd'hui arriver au nombre de 27 pays membres et non plus 28, je vous le rappelle, depuis que le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne. Bon, ce que je viens de vous dire là, c'est vraiment le gros du gros, si je peux dire ça, de pourquoi et comment s'est créée l'Union européenne. Maintenant, j'ai plus envie de m'attarder sur une sphère économique et de parler des sujets d'actualité. Mais bien sûr, si ça m'est demandé en commentaire, je peux dédier une vidéo complète sur l'histoire de la création de l'Union européenne, parce que c'est un truc qui remonte il y a super longtemps et il y a tellement de choses à dire. C'est une intégration qui a pris énormément de temps. Mais voilà, maintenant, on va passer à qu'est-ce que l'Union implique économiquement et pourquoi ça crée des tensions. Bon, je vais marcher de cette façon. Je vais vous présenter ce qu'a mis en place l'Union européenne, et puis ensuite, je vais vous dire les effets positifs de cette chose et enfin les inconvénients et les limites, puisque à chaque fois, il y en a. Alors, je vais d'abord parler du marché unique. C'est l'une des premières choses que l'Union européenne va essayer de mettre en place. L'objectif, c'est de créer un grand marché à l'intérieur de l'UE avec beaucoup de concurrence pour favoriser la compétitivité des entreprises. Pour ceux qui ne font pas économie, peut-être que la compétitivité, c'est un terme qui vous est assez flou, alors je vous explique. En gros, la compétitivité, c'est la capacité d'une entreprise à faire face à la concurrence. Je vous explique. Plus je suis compétitif et plus j'arriverai à me démarquer des autres entreprises qui me font concurrence. Bon, ça c'est bien beau, mais comment on le met en place ce marché unique? C'est simple, on va favoriser le libre-échange. Le libre-échange, c'est favoriser les échanges, donc
les importations et les exportations. Et pour ça, eh bien, on va supprimer les droits de douane. Les droits de douane, c'est les taxes qu'il y a aux frontières des pays, par exemple. C'est-à-dire qu'on supprime les taxes aux frontières, comme s'il n'y avait plus de frontières économiques, et ça encourage les entreprises à aller vendre dans un autre pays sans se faire taxer. De ce fait, on crée le marché unique. Bon, si on a créé ce marché unique, c'est parce qu'on s'attendait à ce que ça crée des effets positifs. Et ça, on a créé sur 3 acteurs. Bon, d'abord, ce marché unique, il est considéré comme bénéfique pour les consommateurs, par plusieurs points. D'abord, ce grand marché, ça permet une diversification des produits. Et c'est ce que le consommateur recherche aujourd'hui, c'est-à-dire pour un produit qui occupe la même fonction avec des couleurs différentes, par exemple. Et pourquoi il y a une diversification des produits? Ça s'explique, comme je vous l'ai dit, puisqu'on encourage les échanges à l'intérieur de l'Union européenne, donc les exportations et les importations, on a plus d'échanges, donc on a plus de choix dans les produits. Bon, mais ce marché unique, ça permet aussi une baisse des prix. Et pourquoi il y a une baisse des prix? C'est dû à un concept en économie qui est assez simple à comprendre. Je vous explique ça. Quand le nombre d'offreurs augmente sur un marché, alors la concurrence augmente et donc les prix baissent, puisque les entreprises sur le marché, vont essayer de se faire concurrence en baissant les prix pour être choisies par le consommateur. Si vous voulez un exemple concret, vous avez certainement déjà vu la vidéo des 2 enfants qui vendent de la limonade dans une rue et chacun en fait il baisse le prix pour être choisi par le consommateur. En gros, si je vends le même produit qu'une autre entreprise à un prix plus bas, il est certain que les consommateurs vont me choisir. C'est comme si vous avez le choix d'acheter 2 baguettes, une à 80 centimes et une à 1 euro. Les 2 baguettes sont identiques. Il est certain que vous allez choisir la baguette à 80 centimes. Et donc ça, c'est tout le principe de la concurrence, c'est d'encourager les entreprises à baisser leurs prix. Et enfin, le dernier point qui bénéficie aux consommateurs, c'est de créer de meilleures opportunités d'emploi. Puisqu'on ouvre les frontières, forcément, vous pouvez postuler à une offre d'emploi dans un pays voisin. C'est une manière de créer du travail. Bon, et le deuxième acteur pour qui ça bénéficie ce marché unique, les entreprises. Déjà car on va les encourager à être plus compétitifs. On parle par exemple d'investir dans des nouvelles machines pour se démarquer des autres entreprises. Et donc on les encourage à se développer et à créer des produits de meilleure qualité. Je vous repose. Et enfin, le dernier point, c'est que ça permet aux entreprises d'atteindre des économies d'échelle. C'est peut-être un terme que vous comprenez pas et je vais pas m'attarder dessus, mais en gros, tout ce que vous devez comprendre, c'est que ça permet aux entreprises d'être plus rentables. Et enfin, le marché unique bénéficie à un troisième acteur, ce sont les États. Puisqu'avec tout ce qu'on a évoqué précédemment, on favorise la croissance économique et l'augmentation du PIB. Bon, ce marché unique, il est bien beau, il y a des effets positifs, mais malheureusement, il y a aussi des limites. La première limite de ce marché unique, c'est que, il y a des régions de l'Union européenne qui bénéficient plus des avantages de ce marché par rapport à d'autres. Du fait qu'elle soit plus urbanisée, plus industrialisée ou plus moderne, forcément ça attire les populations et les travailleurs qualifiés par exemple. Et donc forcément ça crée une répartition inégale des effets positifs produits par ce marché. Ça c'était la première limite, mais il y en a une deuxième, c'est que ce marché unique c'est un marché qui est inachevé. Il y a encore plein de domaines dans ce marché unique où il n'y a pas de véritable union et forcément ça vient créer des inégalités entre les pays. Quand j'énonce cette limite, je parle par exemple du domaine de la fiscalité où au sein de l'UE même on observe beaucoup d'écarts salariaux par exemple. Nous par exemple en France on est connu pour avoir une protection sociale assez conséquente et forcément ça a pour conséquence de taxer beaucoup plus les individus. Et à l'inverse, certains de nos pays voisins qui favorisent moins cette protection sociale imposent moins de taxes. On parle par exemple de moins de cotisations patronales que les entreprises doivent payer et forcément ça vient encourager ces entreprises à se regrouper dans ces régions-là où on impose moins. Bon, ça c'était tout ce qui était sur le marché unique. Maintenant je vais passer à la deuxième chose qui est fondamentale dans l'Union européenne et c'est un terme que j'évoque depuis un petit moment depuis le début de la vidéo et c'est la concurrence. Bon, alors pourquoi je parle de la concurrence? Parce que l'Union européenne a fait le choix de placer ce principe de concurrence au cœur du marché unique que j'ai précédemment évoqué. Et en gros, l'objectif, c'est de tendre vers le modèle de CPP, c'est-à-dire le modèle de concurrence pure et parfaite. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce modèle qui a été créé par Valras. Et ce modèle de concurrence pure et parfaite, c'est un modèle qui s'oppose aux situations de concurrence imparfaite. En situation de concurrence imparfaite, on trouve par exemple la situation d'un monopole. C'est probablement le modèle de concurrence imparfaite le plus connu. Et en gros, c'est la situation où, sur un marché, il y a plein de demandeurs, mais il n'y a qu'un seul offreur. Le monopole, c'est une situation de concurrence imparfaite, puisqu'il n'y a qu'une seule entreprise, et donc comme elle est seule sur le marché, elle n'est pas soumise à la concurrence. Et ça, c'est vachement avantageux pour une entreprise, parce que je vous l'ai dit avant, avec la concurrence, les entreprises sont encouragées à baisser leurs prix. Or, si une entreprise est seule sur un marché, et qu'il y a de la demande sur ce marché, alors elle peut décider des prix toute seule. C'est ce qu'on appelle en économie être price maker, ça veut dire faiseur de prix, et
pourquoi ça? Eh bien parce que les consommateurs n'ont aucune autre entreprise vers qui se tourner pour avoir le produit qu'ils ont envie d'acheter. Et donc l'entreprise qui est seule sur le marché peut établir un prix bien plus élevé que ce que vaut réellement le produit. Et ça, c'est extrêmement mauvais pour nous, les consommateurs. Et donc c'est la Commission européenne qui va décider d'essayer d'appliquer ce modèle de concurrence pure et parfaite. Je rappelle que le modèle de concurrence pure et parfaite est un modèle, c'est-à-dire que en théorie, eh bien, c'est pas vraiment possible de l'appliquer. Le but, c'est d'y tendre le plus possible. Bref. Et donc la Commission européenne se place comme véritable garde du corps de la concurrence et eh bien elle va appliquer cette concurrence par divers moyens. D'abord, elle va par exemple sanctionner les cartels. Et ce qu'on peut appeler cartels, ce sont les entreprises qui décident de s'entendre entre elles pour se partager le marché. En gros, je vous l'explique, ça se fait sur une autre situation de concurrence imparfaite qu'on appelle l'oligopole. L'oligopole, c'est un peu comme le monopole, c'est-à-dire qu'on a toujours beaucoup de demandeurs sur ce marché, mais au lieu d'avoir qu'une seule entreprise, on n'a que quelques entreprises. Ça peut être du chiffre de 2, 3, 4 entreprises, bref, vous voyez. Donc les entreprises sont présentes en nombre restreint sur ce marché et elles vont passer des accords. Par exemple, elles vont se dire: les amis, c'est peut-être mieux qu'on arrête de se faire la concurrence, non? Venez, on augmente tous nos prix, comme ça, eh bien, c'est bénéfique pour chacun d'entre nous. Et donc, dans ce cas-là, la règle de la concurrence, qui est que les entreprises essayent de se battre en baissant les prix, ne s'applique plus. Et ça, encore une fois, ça menace nous, les consommateurs. Et comme je l'ai dit avant, eh bien, la Commission européenne, elle sanctionne ce genre de comportement. Et elle les sanctionne plutôt lourdement. Je peux prendre par exemple le cas du cartel des opérateurs téléphoniques en France entre 1997 et 2003, entre Orange, SFR et Bouygues. En gros, eh bien, ces entreprises se partageaient le marché au lieu de se faire concurrence en instaurant des tarifs de forfait téléphonique extrêmement élevés. Et en 2005, vous appelez ça comme vous voulez, le karma, la justice, bref, la Commission européenne leur tombe dessus et ces entreprises sont lourdement punies. Ces trois entreprises, au total, vont être soumises toutes les trois à une amende de 534 millions d'euros, ce qui est beaucoup. Et c'est après ce scandale que va naître l'entreprise Free Mobile avec l'aide de l'État pour casser les prix forts et recréer de la concurrence en instaurant un nouvel offreur sur le marché. Et ça, c'est un des exemples de comment la Commission européenne défend le principe de concurrence et défend le pouvoir d'achat des consommateurs. Il y en a plein d'autres, mais je vais pas tous les énumérer. Je l'ai déjà dit en vidéo et vous l'aurez compris, mais justement, ce principe de concurrence favorise la baisse des prix, une meilleure qualité des produits, de l'innovation, etc. Mais encore une fois, c'est un domaine qui est soumis à des limites. La première limite, c'est que ça peut porter atteinte à l'accroissement de certaines entreprises. Prenons l'exemple que je suis une entreprise européenne. Je suis donc soumis à un certain nombre de normes qui m'empêchent de porter atteinte à la concurrence, mais en parallèle, qui m'empêchent de m'élargir. De l'autre côté, prenons l'exemple d'entreprises américaines qui ne sont pas soumises aux mêmes normes européennes que moi, et bien peuvent s'élargir et grandir plus vite. C'est un exemple, mais c'est quelque chose qui est parfois reproché à l'Europe, et j'aimerais dire que même si ça peut entraver la croissance économique ou rendre les entreprises européennes moins compétitives que les entreprises à l'étranger, c'est d'abord dans une volonté de protéger les consommateurs. Et enfin, la deuxième limite, c'est que cette politique de la concurrence n'est pas assez réactive. Prends l'exemple des géants, par exemple comme Google, qui ont le temps de disparaître du marché avant de se faire sanctionner sur leur comportement anticoncurrentiel. Bon, ça, c'est ce qui était pour la concurrence. Maintenant, je vais aborder le dernier thème de cette vidéo. C'est celui qui peut créer quelques tensions en France. Attention, je l'envoie, je le rattrape. Hop, politique monétaire et budgétaire. Vous avez vu, on s'amuse ici. Déjà, il faut bien que vous distinguiez politique monétaire de politique budgétaire. La politique budgétaire, elle est décidée par chaque État. C'est le budget que l'Assemblée nationale vote chaque année et qui a pris cette année beaucoup de temps à être voté. Et en gros, pour définir ça en quelques mots, politique budgétaire, c'est l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour un an. De l'autre côté, on a la politique monétaire. Chaque État, donc, décide de sa propre politique budgétaire, mais chaque État dans l'Union européenne est soumis à une unique politique monétaire. Car la politique monétaire est décidée et contrôlée par une unique instance dans l'Union européenne, c'est la Banque centrale européenne. Et c'est notamment grâce à elle qu'on a, dans la plupart des pays de l'Union européenne, une monnaie commune qui est l'euro. En gros, la politique monétaire va décider de la quantité de monnaie en circulation. Et c'est la BCE, Banque centrale européenne, qui décide de ça. Faut savoir qu'avant qu'on rejoigne l'Union européenne, eh bien la France décidait de sa propre politique monétaire grâce à la Banque de France.
Bref, et depuis sa création, la Banque Centrale Européenne a décidé que la politique monétaire ne devait plus faire l'objet d'une relance économique. Puisqu'avant, quand la croissance d'un pays se portait plutôt mal ou qu'on avait des choses à rembourser, on remettait soi-même de l'argent en circulation. Je pense que vous vous êtes déjà posé cette question quand vous étiez petit, la question de pourquoi on n'imprime pas des billets à l'infini pour que tout le monde soit riche. Et je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, ça marche pas vraiment comme ça. En gros, quand vous faites augmenter la quantité de monnaie en circulation dans une économie, ça crée ce qu'on appelle de l'inflation. Et oui, si vous faites augmenter la quantité de monnaie en circulation dans une économie, alors la valeur de la monnaie baisse. Prenons l'exemple d'une pierre précieuse qui est rare. Si on rajoute des pierres précieuses à vendre, elle devient moins rare et donc la valeur baisse. C'est un exemple très simple, mais c'est pour que vous imaginez la chose. Bref, quand je vous dis que la valeur de la monnaie baisse, ça vous paraît peut-être un peu bizarre. En fait, c'est comme si vous aviez un billet de 10 € et qu'avec l'inflation, il avait perdu en valeur et n'en valait plus que 5. Alors, vous allez peut-être vous dire que c'est insensé ce que je dis, puisque peu importe ce qui se passe dans l'économie, sur mon billet, il y a toujours écrit 10. Alors il vaut 10 €. Bah oui, mais non. Puisque l'inflation, en fait, c'est l'élévation du niveau global des prix. En gros, le prix de tous les produits augmente. Je prends un exemple caricatural. Avec 100 € avant, je pouvais acheter une télé. Et aujourd'hui, avec ces mêmes 100 €, comme tous les prix augmentés, je peux plus m'acheter qu'une baguette. Le chiffre qui se trouve sur votre billet n'aura pas changé. Or, ce que vous pouvez acheter avec, bah oui. Bref, vous l'aurez compris, mais l'inflation, c'est un danger au pouvoir d'achat des consommateurs. C'est comme si on vous supprimait de l'argent. Et pour en revenir à l'Union Européenne, elle a décidé que ça soit mieux si c'était elle qui s'occupait de la politique monétaire pour que les États ne soient pas tentés de remettre de l'argent en circulation pour, un exemple au hasard, rembourser une dette. Et donc l'Union Européenne dit aux États, si vous voulez rembourser votre dette ou payer de la croissance économique, alors vous devez passer par un autre moyen que celui de remettre de l'argent en circulation, puisque c'est mauvais pour les consommateurs et l'économie nationale. Et c'est ça la politique monétaire. Et je vous dis pas que c'est le meilleur système possible et que, il n'y a pas de meilleure solution. Mais c'est juste pour vous permettre de comprendre pourquoi l'Union Européenne en est arrivée là. D'ailleurs, je vous ai dit que c'était l'Union Européenne qui décidait de la politique monétaire et que c'était les États qui décidaient de leur propre politique budgétaire. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Chaque politique budgétaire des pays de l'Union Européenne est soumis à ce qu'on appelle le PSC, Pacte de stabilité de croissance. Ce pacte, il est imposé par l'Union Européenne aux États membres et son but, c'est d'obliger les États à atteindre des objectifs. Notamment que chacun de ces derniers doit avoir un déficit budgétaire en dessous de 3% par rapport à son PIB et une dette publique en dessous de 60%. Bah oui, c'est l'Union Européenne qui nous impose ça. Et en quelque sorte, ça nous protège un peu plus. Puisque si l'Union Européenne n'imposait pas ce genre de directive, l'État prendrait entre guillemets plus à la légère le remboursement de la dette et du déficit, même si ça resterait un sujet sérieux. À titre informatif, la France, qui se positionne par rapport à ces objectifs-là, aujourd'hui le déficit public de la France est de 5% par rapport à son PIB, soit 2% de plus de ce qui est demandé, et sa dette publique est aux alentours de 112%. Évidemment, vous savez ce que je vais vous dire, c'est un dispositif qui a des limites. Déjà, ce pacte de stabilité de croissance, c'est un frein à la relance économique, puisqu'on ne veut surtout pas que l'État s'endette. Pourtant, tous les déficits budgétaires ne sont pas nécessairement dangereux. La relance économique consiste à s'endetter pour redonner du pouvoir d'achat à la consommation, relancer la consommation et donc créer ce qu'on appelle des effets multiplicateur. C'est-à-dire quand moi, État, par exemple, j'encourage la consommation, c'est comme si je créais de nouveaux euros. Je m'endette au profit de redonner du pouvoir d'achat à la population. La population est donc encouragée à dépenser et à consommer. Forcément, l'argent qui a été dépensé revient aux entreprises et donc les patrons d'entreprises, par exemple, sont eux aussi incités à dépenser, mais surtout, ils peuvent, par exemple, augmenter les salaires et ainsi de suite. Et le pacte de stabilité de croissance empêche ce genre de scénario. Bref, et enfin, une autre limite de ce pacte, c'est que il impose des critères qui sont beaucoup trop rigoureux et difficiles à respecter, voire même impossibles. Un déficit budgétaire à moins de 3% par rapport au PIB et une dette à moins de 60%, c'est vraiment dur à respecter, même pour des pays comme l'Allemagne. Bon, maintenant qu'on a parlé de la politique monétaire et des politiques budgétaires, on va parler de leur dualité. La dualité provient du fait que la politique monétaire et les politiques budgétaires ne sont pas nécessairement coordonnées entre elles. La politique monétaire réagit à des chocs qu'on appelle symétriques.
c'est-à-dire qu'elle ne réagit et ne s'adapte que quand il y a des chocs qui touchent l'ensemble des membres de l'Union européenne. Par exemple, lors de la crise du Covid en 2020, qui a affecté tous les États. À ce moment-là, l'Union européenne avait décidé d'alléger sa politique monétaire et de remettre un peu d'argent en circulation pour faire face à la crise. De l'autre côté, les politiques budgétaires réagissent à des chocs asymétriques, c'est-à-dire spécifiques à chaque État, comme par exemple une catastrophe naturelle qui ne toucherait qu'un seul État. On peut par exemple énoncer les inondations récentes de l'Espagne ou encore le déluge à Mayotte. Bref, cette différence de réaction entre choc asymétrique et choc symétrique, eh bien ça crée des défauts de coordination entre politique monétaire et budgétaire. On prend l'exemple de la Grèce lors de la crise de 2008, c'est un pays qui a été lourdement impacté par cette crise, plus que les autres, et eh bien en gros, pour s'en sortir, elle va favoriser une politique budgétaire de relance économique. En parallèle, eh bien la Banque Centrale Européenne va décider de maintenir une politique monétaire plus rigoureuse que la politique budgétaire de la Grèce, car eh bien entre guillemets, il n'y avait que la Grèce qui était autant impactée par la crise. Bon, voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire sur l'Union européenne. Bien sûr, il y a d'autres sujets qui évoquent des tensions. J'aurais pu parler par exemple de la PAC, la politique agricole commune, qui crée des tensions, notamment en France. Mais je voulais pas que la vidéo soit trop longue et surtout, je voulais vraiment vous montrer pourquoi l'UE a été créée et surtout que rien n'a été mis en place par hasard. Aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que l'Union européenne est en crise. Je fais allusion aux partis d'extrême droite qui sont de plus en plus élus au Parlement européen, alors même que ce sont des partis anti-européens. Et donc voilà, il y a une remise en cause de la gouvernance de l'Union européenne. Encore une fois, je dis pas que c'est une bonne chose de rester dans l'Union européenne ou que c'est une mauvaise chose, mais j'aimerais finir sur un sujet que je trouve plutôt important. C'est bien grâce à l'Union européenne qu'on vit en paix depuis des années. On pense que c'est normal de vivre quotidiennement sans se faire la guerre. Moi le premier, je suis né en France en 2007, dans un pays en paix, et j'ai jamais connu la guerre. Je pense que c'est le cas pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo, mais je vous assure que la paix, ça n'a rien de normal ou de commun. Et qu'à regarder historiquement, les pays se sont toujours fait la guerre et subi les horreurs de celle-ci. Alors souvenez-vous juste que si vous êtes en Europe, dans un pays en paix et que vous n'avez jamais connu la guerre, alors c'est très certainement en majeure partie grâce à l'Union européenne. Je vous laisse sur ça, c'était un sujet passionnant, il y a tellement de choses à dire, j'ai aimé vous présenter ce sujet-là. Et puis voilà, dites-moi en commentaire les sujets que vous voulez que j'aborde. Moi je fais principalement de l'économie, de la socio et puis de l'histoire. Voilà, bon, je vous laisse à la prochaine.